Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro de Leader d'Afrique. Et Leader d'Afrique reçoit ce soir le professeur Raja Aksadi, l'un des médecins les plus précoces de sa génération. Elle est spécialiste en chirurgie et en cancérologie. Je vous propose de mieux la découvrir à travers cet édito signé Maktar Silla. Quel impressionnant parcours que celui de cette Marocaine, que dis-je, cette panafricaine du Maroc, bachelière à 15 ans, médecin à 21 ans, la présidente de l'association Cœur de Femmes a derrière elle une carrière de 32 ans, riche en enseignements. Spécialisée dans la chirurgie du sein, Raja Aksadi en a fait plus qu'une simple profession, son champ de bataille. En créant l'association Cœur de Femmes, elle ne se contente pas de soigner, mais de sensibiliser, quitte à se déplacer aux coins les plus reculés du continent. L'Afrique, où le professeur chirurgien, spécialiste du cancer du sein, organise des caravanes sanitaires. Raja Aksadi est tout simplement malienne à Bamako, sénégalaise à Dakar, gambienne à Banjul, gabonaise à Libreville, c'est selon. Sa première expédition, qui remonte à 2003, l'avait menée au Mali, puis ce fut le Niger, le Ghana, la Gambie où elle fut nommée consul honoraire et l'Ouganda. Quelle débauche d'énergie et de générosité de ce professeur de chirurgie cancérologique, de cette chirurgienne praticienne du secteur privé, de cette dame engagée dans les causes et actions humanitaires au royaume chérifien et en Afrique. Auteur prolixe de plus de 200 articles de recherche chirurgicale publiés dans diverses revues spécialisées nationales et internationales, avec autant de conférences en 35 ans d'exercice de la chirurgie, elle est un défenseur de la santé en Afrique. Elle a une foi aveugle en la nécessité de mettre les femmes en orbite et l'Afrique au premier rang des nations fortes, inspirée par Sa Majesté Mohamed VI, bâtisseur discret et talentueux, par Kofi Annan, sage et diplomate émérite. La devise du professeur Raja Aksadi semble bien être « Toujours faire ce que nous pouvons et devons faire dans la discipline, secret et clé du développement ». Où trouve-t-elle cette énergie vivifiante entre salles d'opération, permanences interminables au chevet de ses sœurs, cours dispensés? C'est le lot quotidien et permanent d'un leader, avec à son tableau trophées et consécrations, toute une vie de bataille passionnée et de construction que reçoit Robert Adandé. Bonsoir, professeur Raja Aksadi. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons sur ce numéro de Leader d'Afrique. Je ne prendrai pas le risque, après l'éditorial, de vous présenter. Je vous laisserai maintenant le soin de le faire par vous-même. Qui êtes-vous, professeur? Bonsoir. D'abord, je suis honorée de passer dans votre émission. S'il m'était donné de me présenter, je dirais que je suis d'abord une femme, maman de 2 enfants, et que je suis médecin et que j'aime beaucoup mon métier, que je le fais avec grande passion et que on est médecin, mais on meurt médecin. Mais moi, je choisis quand même de sortir de ce cercle et d'aller à autre chose et de m'intéresser à autre chose. C'est la santé de l'humain. Voilà. Et puis, professeur Raja Aksadi, vous êtes incontestablement une surdouée. Vous avez eu votre bac à 15 ans et puis il s'en est suivi un parcours complètement sans faute jusqu'à l'obtention de votre titre de médecin autour de 21-22 ans. Quelles sont les clés d'une telle réussite? Écoutez, le mot surdoué, c'est un mot, un grand mot. C'est un qualificatif énorme. J'ose espérer que la réussite est un standard, est une norme, mais non une exception. Et au fait, je revendique plutôt le nom de femme de défi. Parce que nombreux ceux qui travaillent arrivent et réussissent. Donc le secret, c'est dans le travail. Le parcours, effectivement, sa spécificité, c'est qu'il est long. Les études médicales sont longues, c'est connu. Choisir la chirurgie après les études médicales, c'est encore plus long. Il faut certaines capacités et je pense que la réussite, les clés de la réussite sont universelles dans
tous les jobs. En tant que chirurgien, ça rejoint un petit peu cette universalité dans le sens où il faut une certaine force de caractère, un certain déterminisme. Et là, pour l'anecdote, moi j'avais défini de faire cette carrière de chirurgien très 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 jeune, même enfant. J'avais décidé d'être chirurgien et j'ai pas décroché depuis. Donc savoir ce qu'on veut faire, rêver de ce qu'on veut faire. Le rêve, moi je dis que le rêve, c'est la vie. Le rêve, ça permet d'arriver à ses objectifs. Ça a été un petit peu mon cas. J'ai rêvé d'être chirurgien et j'ai tout fait pour y arriver. Donc cette force de caractère vous emmène à votre but. Après, évidemment, il y a de la persévérance comme clé de réussite parce que il faut persévérer. Les chemins ne sont pas du tout faciles. C'est plein d'embûches, plein de difficultés, plein parfois d'échecs. Vous dites que j'ai pas eu d'échecs. Si, il y a eu des petits échecs, des difficultés. Et donc, savoir persévérer malgré ces difficultés. Quand j'ai embrassé cette carrière, le début de ma formation en chirurgie, en début des années 80, c'était parmi les premières femmes au pays qui ont osé aller dans ce milieu d'hommes fermés, clos, et qui, évidemment, ne voient toujours pas d'un bon œil l'arrivée d'une femme au bloc, qui est un mythe. Et ben, par la persévérance, on peut y arriver, on peut faire sa place, sa petite place, puis sa grande place. Professeur Raja Akzadi, nous savons que vous êtes chirurgienne généraliste, mais aussi et surtout spécialiste de la chirurgie du sein. Vous êtes cancérologue. Qu'est-ce qui a pu orienter de tels choix de persévérance? Parce que je suppose qu'il en fallait quand même énormément. Alors, en fait, qu'est-ce qui m'a emmenée vers la chirurgie? Je pense que mon trait de caractère, j'aime bien ce côté dans ce métier qui conjugue à la fois un travail intellectuel et un travail manuel. C'est-à-dire que vous allez, après l'écoute évidemment, après l'analyse d'une situation, après voir les éléments ou le matériel ou les moyens que l'on a, en fonction de tout ça, conjuguer tout ça et le rendre en action, en acte manuel. Et c'est ça que je trouve personnellement beau, c'est ça qui m'attire, c'est ça qui me passionne, parce que c'est du concret. Et vous réfléchissez, et très souvent dans une extrême rapidité. Vous savez, dans les urgences, j'ai fait pendant plus d'un quart de siècle les urgences, c'est-à-dire les lourds accidentés, les lourdes pathologies d'urgence. Et là, vous avez parfois même pas 30 secondes pour analyser la situation, réfléchir et donner la solution. Et il faut être dans le bon chemin. Que si on va dans un chemin pas le meilleur, ben c'est des dégâts parce que il faut donner la solution rapidement. La vie d'une personne est en jeu. Et donc c'est ce côté intellectuel, mental et manuel qui m'a un peu fascinée pour aller dans cette voie. Il est sûr que j'ai commencé comme chirurgien viscéraliste, puis après, comme j'aime ce caractère de défi, j'ai été vers la chirurgie cancérologique. C'est un peu plus, beaucoup plus pénible, on va dire, parce qu'il y a ce côté dur, pénible. Les opérations déjà en temps et en difficulté sont plus longues et plus difficiles. C'est un côté de formation plus peaufinée, plus techniquement approfondie. Et c'est des règles. Les règles carcinologiques sont très pointues, sont très très scientifiquement à respecter.
Et de là, après, il y a eu une autre étape, c'est celui de l'hyperspécialisation. Parce que je pense, à l'instar de ce qui se passe au Nord, euh, aujourd'hui, il y a l'hyperspécialisation. Vous allez trouver un chirurgien qui est spécialisé dans la chirurgie du nez, un autre dans la chirurgie de l'orteil, l'autre dans la chirurgie de l'estomac. Et donc, chacun va s'hyper spécialiser dans un organe. Et c'est comme ça qu'on peut être excellent et qu'on peut être beaucoup plus productif avec des résultats meilleurs. Pour ma part, l'hyperspécialisation en matière du sein, peut-être qu'elle est venue suite à ce fait que je sois une femme et que, évidemment, j'ai été plus sensible à la douleur d'une femme ou aux besoins d'une femme, parce que, comme on le sait, autour du sein, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de sensibilité. C'est un organe de la vie, c'est un organe de l'esthétique de la femme, et c'est peut-être par ce biais que j'ai été et que les femmes m'ont emmenée dans ce chemin. Alors, professeur Raja Akzadi, des patientes approchées lors de la préparation de cette émission disent que vous êtes l'une des rares praticiennes rassurées d'un simple regard. Le confirmez-vous? Vous savez, ce métier, encore une fois, qui demande beaucoup de disponibilité, et on doit être disponible nuit et jour. Et ça, je pense que la population nous rend hommage pour cette disponibilité, avec une grosse capacité physique, psychique. On n'a pas le droit à être fatigué, on n'a pas le droit à être de mauvaise humeur, non. Et on doit on doit être très rassurant, avec beaucoup d'empathie, comprendre l'autre même s'il ne parle pas, et en même temps, parce qu'on a dans ce métier, on a une vie à préserver, une vie à sauver. On a un corps à manipuler. C'est pas évident de dire à quelqu'un je vous opère. Je vous opère, ça veut dire en langage terme, je vous ouvre. Donc c'est pas du tout évident. Il faut avoir beaucoup d'empathie, être beaucoup dans la psychologie pour emmener à ce que ce geste soit d'abord accepté et puis à ce qu'il réussisse. Quand un patient qui n'accepte pas son geste, en général, ça n'aboutit pas à grand-chose. Donc, si vous voulez, l'empathie et le geste puissent réussir. Et aussi, il faut le relever, vous êtes une grande militante et votre militantisme va à travers le Maroc, à travers même l'Afrique. Vous parcourez le monde. Qu'est-ce qui vous fait courir autant par Mont et par vous? Qu'est-ce qui me fait courir? Je vais quand même vous raconter l'histoire de l'association Cœur de Femmes. C'est l'association marocaine de lutte contre le cancer du sein. Comment elle est née en 1901. Ça fait pratiquement 19 ans. C'était justement, j'aurais pu rester dans mon confort. J'étais au CHU, dans le service, opérant mes malades, m'occupant de mes étudiants et formant les gens. Et puis, mais il y a eu un déclic. Je me rappelle très bien du jour et même de l'heure où cette femme s'est approchée de moi pour pour que ce soit moi. On était tout un staff de chirurgiens. Évidemment, j'étais la seule femme. Il y avait que des hommes. Et elle s'approche de moi spécialement. Alors après avoir compris ses besoins, j'ai compris qu'elle voulait que ce soit une femme chirurgien qui l'opère, une femme chirurgienne qui s'en occupe. Et ça a été un déclic chez moi, parce que je ne comprenais pas avant. Je ne faisais pas la différence. On est médecin, on est chirurgien et on n'a pas d'état d'âme par rapport au genre. Mais là, j'ai compris la sensibilité, la particularité du sein et la pudeur qui entoure autour de cet organe. Et à partir de cette femme, il y a eu une réflexion
Et ça m'a emmené à créer l'association de lutte contre le cancer du sein, qui est partie en grande campagne médicale de sensibilisation. Le concept, c'était le suivant. Une femme, pour qu'elle arrive du fin fond du bled, des espaces, des campagnes, on va dire, elle peut mettre une moyenne de 1 an à 2 ans pour arriver, pour être soignée dans un centre du cancer. Et là, ça a été insupportable pour moi. Parce que ces 2 années, c'est une perte de temps. Et cette perte de temps fait que le pronostic devient moins bon, plus effroyable des fois. Et donc l'idée, c'était plutôt d'aller vers ces femmes, d'aller vers ces coins enclavés du pays pour aller les sensibiliser, pour aller les examiner, pour aller leur montrer comment se faire l'auto-examen, et pour leur montrer, et pour, quand on découvre des cas, les traiter sur place. Quand je dis sur place, c'est-à-dire dans la ville la plus proche du coin enclavé où on a été, et de la traiter pratiquement à côté. Comme ça, il n'y a pas cet éloignement par rapport à la famille, et donc tous les tracas qu'il y a derrière. La femme, c'est le noyau de la famille, c'est elle qui éduque les enfants, et c'est le noyau de la société. Et donc, quand une femme tombe malade, et pas des maladies des plus légères, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Je peux vous dire que c'est la famille qui s'écroule, et parfois c'est l'éclatement de la famille et l'éclatement de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de conséquences. Il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que le malade, il y a beaucoup de choses derrière. Et donc ça a été un peu la philosophie de Cœur de Femme, de s'approcher de ces femmes, d'aller vers la population, de les voir de près, de les examiner de près et de les soigner. Puis après, il y a eu un autre concept, 2 autres concepts, celui de ce qu'on a appelé la course de l'espoir. C'est une course, on a été épaulé par notre champion à l'époque, un champion olympique marocain. Et la course de l'espoir, c'est pratiquement 10 000, 15 000 femmes qui vont courir, marcher, vont faire. C'est un parcours, c'est des choses sophistiquées techniquement, avec des professionnels de la course, mais en même temps, c'est juste pour que chacune, portant ce t-shirt avec ce symbole de la lutte contre le cancer du sein, et avec les médias à qui je rends beaucoup hommage, qui médiatisent l'événement, tout le monde, pratiquement tous les foyers, vont recevoir ces images de sensibilisation pour ce mal. Il y a une prise de conscience. D'ailleurs, les 2 dernières années, la géographie, ou plutôt le cancer du sein, ça a beaucoup changé. Il y a une meilleure compréhension de cette pathologie, il y a une meilleure sensibilisation, et les gens sont beaucoup plus conscients. Le deuxième concept aussi, c'est l'Octobre rose au Maroc, démarré timidement en 2005, alors que dans d'autres pays, il est fêté en grand depuis des années. Et donc, la maladie n'a pas de visage, elle n'a pas de frontières. Et c'est ce qui m'a emmenée personnellement depuis 2003, que j'ai commencé à sillonner un petit peu différents pays en Afrique subsaharienne, et où, avec le même concept, d'aller vers la population la plus démunie, la plus vulnérable, de la sensibiliser et de la prendre en charge sur place. Et donc opérer ces gens-là sur place pour qu'il n'y ait pas de perte de temps. Et c'est comme ça que on a fait plus d'une dizaine de pays, et c'est comme ça qu'il y a eu création, parce que les gens adhèrent.
on arrive à fédérer les gens autour de cette cause. C'est une cause essentielle pour la vie. On a dit encore une fois, la femme, c'est le noyau de la famille, de la société. Et c'est comme ça que on a fait adhérer des gens. Il y a eu création de chœurs de femmes au Sénégal, au Soudan, au Mali, en Gambie. On a participé à la stratégie de lutte contre le cancer du sein dans plusieurs régions. Et sans frontières, sans tabou, un combat, un bâton de pèlerin pour essayer d'améliorer la santé dans nos pays. Et puis les propos suivants vous ont été attribués, je me permets de les citer. On n'opère pas le sein n'importe comment. Malheureusement, certains enlèvent la tumeur et laissent le sein défiguré et ratatouillé. Je m'oppose contre cette pratique, il faut penser à l'esthétique. Oui, ça c'est peut-être mon côté, ma petite pointe de féminisme. Le sein étant le symbole de la féminité de la femme, le symbole de la vie, il est important de lui donner le plus de chances de guérir et le plus de chances d'être embelli. Avant, une trentaine d'années, il y a une vingtaine, le souci c'était de se battre contre le cancer. Mais aujourd'hui, on voit que, d'abord on voit de plus en plus des tumeurs plus petites, de plus en plus petites. Donc, le pronostic est meilleur. Et on voit des femmes, il est quand même regrettable de voir des femmes vivre, survivre, avec un bon pronostic, les revoir 20 ans après, mais avec quelque chose qui est complètement déformé, qui est complètement à visage inhumain, faisant refouler des complexes, faisant de la femme quelqu'un qui va se renfermer, emmenant d'autres soucis d'un autre genre personnel. Et donc, opérer un sein avec des règles de l'art, on dit que l'oncologue rajoute des années à la vie, mais le plasticien, l'esthéticien, rajoute de la vie aux années. Et donc, ces règles de l'art esthétique, quand on les rajoute sur une opération, évidemment c'est plus long, évidemment c'est plus compliqué, évidemment c'est plus coûteux, évidemment que ça demande beaucoup de formation derrière, mais le résultat est magnifique. Cette femme va guérir et va guérir bien et même embellie. Donc ce côté-là, j'y tiens. Je trouve que la femme mérite ce qu'il y a de mieux. Et est-ce qu'on se tromperait si on affirmait que dans votre approche, dans votre pratique professionnelle, vous vous inscrivez dans une posture totalement féministe ? N'oublions pas que le médecin, quand il a prêté serment, il a prêté serment pour soigner tout le monde et sans aucune différence. Là, je pense que la question ne se pose pas. Maintenant, cette petite pointe qui m'a emmenée vers cette chirurgie spécifique, même si elle concerne quand même, n'oublions pas, 2% de la population masculine. Le cancer du sein peut atteindre 2% de la population des hommes. C'est un combat pour le droit à la santé, parce que j'ai vécu des situations où la femme n'avait même pas le droit de venir se faire soigner. Il y a des cas pareils. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que j'ai vu des cas désespérés? Bon, j'ai pas trop rentré dans les détails, mais il y a des femmes, comme on voit les femmes battues, on voit les femmes violentées, on voit les femmes... il y a des femmes dont les maris ne laissent pas aller se faire soigner. Ça existe. Et donc, comment voulez-vous que ça ne mette pas cette pointe de déterminisme et de combat pour la santé de la femme et les droits de la santé à la femme? Et aussi, à vous écouter, vous évoquez le chiffre de 2% de cancer des seins chez les hommes également. Est-ce qu'il vous est arrivé personnellement d'en opérer?
Oui, dans ma carrière, j'en ai opéré 7 ou 8. 8, je crois. Oui, oui, je me rappelle dans une campagne justement de bénévolat où on était dans le sud marocain et où j'ai terminé une vingtaine, 19 exactement, 19 patientes opérées sur, je ne me rappelle plus, 3 jours, je crois. Et en fin de journée, vers 11 heures du soir, lessivée, j'allais rentrer, je finissais mon travail, la dernière patiente opérée. Et puis voilà que un monsieur qui travaillait à l'hôpital où on opérait, qui vient timidement me dire est-ce que je peux le voir. Et combien a été ma stupeur quand j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une tumeur du sein. Et évidemment, ça a été le 20e cas pris en charge, opéré dans cette campagne. Donc ça existe, c'est très rare. Il ne faut pas non plus croire que ça court les rues, mais ça existe. Les causes du cancer des seins chez les hommes et chez les femmes sont-elles les mêmes? Je ne suis pas beaucoup penchée. Et vous savez, les causes, si on connaissait les causes, on le combattrait à la racine, il n'y en aurait plus. Et je pense que ça échappe aux chercheurs, aux médecins qu'on est, de connaître exactement les causes. Alors, on parle de probabilité, de statistiques. Et vous savez, probabilité, c'est un mot qui veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut être dans une probabilité comme on peut ne rien avoir de ces facteurs et avoir un cancer. Donc, alors les probabilités, c'est ce qu'on a dit un petit peu, c'est un peu l'alimentation, une mauvaise bouffe, oui, l'hygiène de vie, une mauvaise bouffe, c'est l'obésité, et c'est pas un hasard que le cancer du sein augmente à partir de la quarantaine. C'est la période, la cinquantaine, c'est la période où la femme va se mettre en ménopause et hormonalement il y a des choses, des chamboulements et la femme prend du poids et on sait que la prise de poids, le gras peut initier des choses dans ce sens. Et donc c'est à combattre par le sport, par les bouger, par une bonne alimentation. Il y a aussi les hormones, ça a été décrit, ça a été soupçonné. Les hormones, une prise d'hormones de manière anarchique pourrait, sur certains seins, pourrait provoquer certaines choses. Voilà, en gros, bon, le stress, il est aussi une question de stress. Ça a été un peu rappelé par les neuroscientifiques, la neuroscience, les neuroscientifiques, par des mécanismes assez qui commencent à être connus actuellement. Le stress pourrait induire certaines maladies graves, dont le cancer du sein. Et dites-nous, pourquoi ce choix des mélodies de Beethoven dans votre salle d'attente, dans votre salle d'accueil? Pourquoi pas une musique traditionnelle marocaine, par exemple? Ces gens-là qu'on reçoit en cabinet sont des gens fragiles, sont des gens anxieux, en stress total, parfois en déchéance humaine totale. Ils n'ont pas besoin qu'on les agresse par des panneaux attention tabac, attention ceci, attention cela. Non. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'un climat, d'une ambiance feutrée pour un petit peu déstresser, pour un petit peu être dans l'acceptation de ce qui leur arrive. C'est un travail de longue haleine. C'est pas ça qui va être suffisant. C'est pas ça qui va être suffisant pour pouvoir combattre ce mal. D'autant plus que je disais que les maladies nouvelles qui nous guettent sont insoupçonnables. Ce qui va arriver au monde est encore plus, peut-être plus, c'est d'autres maladies qui vont apparaître, d'autres pathologies à cause de ces changements climatiques, à cause de ces problèmes d'environnement. On va voir croître et apparaître d'autres maladies. Donc, si vous voulez, ce travail est juste on va pas dire une goutte dans un océan, mais c'est la fédération, c'est la sensibilisation de tout le monde, c'est l'affaire de tous, hommes et femmes.
médias professionnels, tout le monde, les associations de femmes, tout le monde est, est invité à sensibiliser, à combattre le mal et à prendre conscience qu'il est là, qu'il vit avec nous et qu'il va falloir mieux le détecter, plus précocement le détecter. Un message à l'endroit de toutes ces filles qui vous voient, qui ont envie de faire comme vous, qui ont envie de réussir comme vous et qui ont envie d'avoir le même impact sur la société. Alors, il y a quelque chose de très réconfortant et de magnifique pour toutes les féministes, c'est que la médecine se féminise. Même si on dit que la pauvreté se féminise aussi, mais la médecine se féminise et pratiquement dans beaucoup de pays, le Maroc, dans quelques pays que j'ai pu constater en Afrique, mais le Maroc, la médecine se féminise. On est à 67% d'étudiantes en médecine. Donc, les prévisions futures, c'est un métier qui attire plus les filles, les femmes, plus que l'homme, parce qu'il y a ce caractère de persévérance, d'endurance, peut-être un petit peu plus chez la femme que chez l'homme. Donc, après ce réconfort de cette féminisation actuelle et future, le conseil que je me permettrai à ces jeunes qui embrassent ces carrières, c'est de ne pas oublier aujourd'hui l'ère de la mondialisation. Cette mondialisation, même si elle va aggraver les inégalités, et j'aimerais bien quand même revenir sur tout ça, enfin, bon, si on a le temps, qui va aggraver les inégalités, qui va laisser sur le bas-côté les plus vulnérables. Mais cette mondialisation aussi, ça veut dire la digitalisation. Et la médecine n'échappe pas à cette règle de la digitalisation. Et quelque chose qui me réconforte, qui me fait plaisir, c'est que en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont des luminaires en matière d'informatique, en matière de digitalisation. Et la digitalisation de l'Afrique, le cas du Cameroun, le cas du Burkina, plusieurs cas qui ont mis en place des logiciels médicaux et qui les exportent au Nord, ça c'est quelque chose dont l'Afrique devrait être fière. Donc, ne pas oublier cette digitalisation prochaine dans une médecine future qui se fera pratiquement toute en digitalisation. Et c'est une invitation à ces jeunes qui embrassent ces carrières à aller aussi dans cette voie de digitalisation et d'informatique. Il est sûr aussi, un autre pilier de la médecine future, c'est la prévention. Dans 50 ans, on ne parlera plus de traiter telle maladie, mais plutôt de prévenir telle maladie. Et ça, c'est important. Même si on a dit qu'il y aura l'émergence de nouvelles maladies insoupçonnables aujourd'hui, mais je tiens à appuyer la prévention. C'est celle qui diminuera le coût de la santé. C'est celle qui permettra une espérance de vie beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et c'est celle qui permettra une économie de la santé. Parce qu'aujourd'hui, on voit la santé comme un gouffre, comme quelque chose que des dépenses, alors qu'au contraire, la santé est pourvoyeuse d'économie, puisque même le PIB, même la croissance économique va s'élever de 0,4%, c'est connu ce chiffre, quand on est en bonne santé. Votre mot de fin, professeur. À l'Afrique, qui a tous ses atouts, qui a plein d'atouts, je souhaiterais que l'Afrique s'élève au rang des grandes nations en capitalisant sur l'être humain et en capitalisation sur les deux piliers, l'éducation et la santé, par le savoir qui est le pouvoir. Et merci beaucoup. Elle court pour soigner la maladie, pour militer pour le droit à la santé, comme la chanson C'est l'amour, la passion de la créatrice de Cœur de Femme. De ces plus de 46 000 femmes sensibilisées et examinées en une vingtaine d'années, comme la chanson C'est l'amour et l'espoir, comme ces courses du même nom, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI de Marrakech, Fès, Sidi Moumen, Koumassi, Casablanca, Dakar, Abidjan, bientôt Libreville et où sais-je encore, réunissant dans un élan panafricain
plus de 31 000 femmes de tous horizons. Adepte de la coopération sud-sud, sans racisme, sans aumône, sans supériorité, le professeur Dr Raja Akzadi est une femme de terrain et de défi. La Belle Radio TV a été très honorée de vous recevoir comme la première femme à leader d'Afrique. En femme de défi, comme vous me le confiez, vous avez osé et foncé pour trouver un créneau entre les rendez-vous de vos patientes avec un agenda mal maîtrisé car la maladie n'a pas d'horaire pour emprunter votre expression. J'y ajoute un examen pour l'éternelle professeure étudiante, des préparatifs administratifs pour un forum à Kiev pour remplir des journées et nuits déjà très pleines pour le combat énergique pour ce droit élémentaire qu'est la santé, synonyme de vie pour notre continent. Une confidence recueillie, les mains de la chirurgienne rigoureuse savent aussi faire des fleurs. Madame Saint, comme on la surnomme, est une dame de cœur, en or. N'est-ce pas, Madame la présidente de l'association Cœur de Femmes, figurant dans le top 6 2002 du Maroc aux côtés du Premier ministre d'alors Driss Jetou, parmi les femmes d'exception en sciences et recherches, entre des distinctions multiples, elle rêve depuis l'âge de 4 ans et avance, toujours dans un monde plein d'embûches. Pour les surdoués, passionnés et généreux dans l'action et la persévérance, mus par la sérénité paisible de Fès où elle a grandi, rien n'est impossible. Choukran et une santé de fer, professeur Dr Raja Akzadi, la panafricaine de la santé. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici au terme de cette émission. Leader d'Afrique a reçu pour vous le professeur Raja Akzadi qui s'en est ouverte sur son métier, sur sa passion et sur un certain nombre de conseils relatifs à la prévention des cancers des seins et de tous les cancers de manière générale. Merci d'avoir été là et merci de prendre rendez-vous pour le prochain numéro de Leader d'Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.